Alors, on fait les hypothèses de régularité suivantes. Euh, Dérivée strictement positive, dérivée seconde strictement négative. Alors, j'ai abrégé ça comme ceci. J'ai utilisé martienne si on veut. Bon, c'est d'humour un peu involontaire, hein, j'ai pas fait exprès, à vrai dire. Donc, pourquoi monotone, aversion au risque, strict. Ok, bon, passons. Alors, euh, quand on a ces conditions de régularité, évidemment, on a les fonctions strictement monotones, donc l'équivalent certain va être bien défini. Ça, je pense qu'on en avait déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Ok? Vous pouvez regarder la preuve, bon, c'est tout bête, hein, c'est une histoire de existence, c'est valeurs intermédiaires, et unicité, c'est stricte monotonie. Bon, euh, prime de risque, du coup, c'est bien défini aussi. Donc la prime de risque, il faut comprendre un peu l'idée, hein, c'est combien vous abandonnez, en gros, quel montant vous abandonnez pour passer d'une loterie certaine, petit a, à une loterie sans risque, qui sera l'équivalent certain. Vous voyez, si vous avez la loterie, j'ai dit une bêtise? Une loterie risquée, pardon. Vous passez d'une loterie risquée petit a à une loterie sans risque, qui est l'équivalent certain de a. Oui, si vous prenez une loterie risquée, combien vous gagnez? En moyenne, vous gagnez l'espérance. D'accord? Seulement le problème, c'est que c'est risqué. Vous n'allez pas avoir l'espérance. Vous allez avoir plus ou moins, ça dépend. Ok? Donc en moyenne, vous gagnez l'espérance. Combien vous gagnez si vous prenez l'équivalent certain à la place, une loterie certaine qui donne une quantité certaine qu'on appelle l'équivalent certain, bah, vous gagnez l'équivalent certain. Ok? Et la différence des deux, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Elle sera positive lorsque vous êtes averse au risque. Parce que si vous êtes averse au risque, vous êtes prêt à abandonner de l'argent, si on peut dire, oui, euh, pour passer d'une loterie risquée à une loterie sans risque. Vous voyez, la loterie risquée, elle va vous donner plus en moyenne peut-être que la loterie sans risque ici. Et les deux sont équivalents. Et pour pas prendre de risque, vous êtes prêt à abandonner de la richesse. Ouais. Bon, c'est ce qui est expliqué là. Si on a une utilité qui vérifie Mars, alors la prime de risque est strictement positive. Oui, ça vient de la version risque en gros. Enfin, essentiellement. La preuve repose sur la concavité stricte. Où est-ce que c'est? U est strictement concave, voilà. Prenez une loterie. On a déjà fait ça, hein. Moi je reviens rapidement. D'accord? Je prends une loterie donc. C'est quoi une loterie? Bah, c'est des résultats ici et des probabilités lambda i. U est strictement concave, donc l'utilité de la moyenne. Pardon, c'est pas oui, c'est ça. L'utilité de la moyenne est strictement plus grande que la moyenne des U. À moins que la loterie soit certaine, évidemment, hein. Si vous avez une loterie dégénérée, c'est juste un delta X, là il y aura égalité. Mais si elle n'est pas certaine, c'est strict. Et ça, c'est quoi? C'est U de l'espérance, là, le terme de gauche, là. Utilité de solde de lambda xi, c'est l'espérance. Sans lambda i sont les probabilités, les xi sont les résultats, hein. Donc ça, c'est l'utilité de l'espérance. Et ça, c'est ce qu'on a appelé l'espérance de U de A. D'accord? Alors l'utilité de l'espérance, euh, pardon. L'utilité de l'espérance est strictement plus grande que l'espérance de U de A. L'espérance de U de A, c'est avec le critère de l'espérance d'utilité, comment vous évaluez une loterie A. Donc c'est la même chose que l'utilité de l'équivalent certain, par définition de l'équivalent certain. Donc vous avez ça, cette identité, E de U de A égale U de C de A. Et comme, bon, vous avez cette inégalité-là, on obtient ceci. Faut que bon, quand je surligne, c'est pas terrible, hein. Donc là, l'utilité de l'espérance plus grande que l'utilité de l'équivalent certain, avec U strictement croissante, et que, bon, l'espérance plus grande que l'équivalent certain, donc la prime de risque positive. Bon, voilà, donc c'est simple, et on continue. Ça, important, indice d'aversion au risque, moins seconde sur E'. J'avais parlé des exemples, hein, je reviens pas dessus. Donc ça, c'est des exemples classiques dans les exercices, hein. Vous voulez, enfin c'est moi en général qui veut. La personne qui fait des sujets d'exercice, hein, veut des fonctions strictement concaves, strictement croissantes, qui se prêtent bien au calcul en plus. Ah bah, il n'y en a pas tant que ça malheureusement. Mais il y a ces fonctions-là, donc, les K, les fonctions à indice d'aversion au risque ah non, c'est celle-là, les K, pardon. Fonction indice d'aversion au risque constant,
C'est là, c'est la version risque relatif constant, si je ne me trompe. Bon, peu importe comment elle s'appelle, hein. Donc voilà, c'est des fonctions standards. Vous pouvez penser à des exemples que j'ai pas mis là. Si vous prenez alpha égale 1,5, ça fait quoi? Ça fait racine, ça fait x puissance 1,5 là. D'accord? En dessous, il y a 1,5, on s'en fout. Donc ça fait racine de x en gros. Pourquoi je dis on s'en fout? C'est parce que un facteur près, ça change pas, hein. Si vous multipliez une fonction d'utilité de von Neumann-Morgenstern par une constante, ça change rien. Pour calculer des espérances d'utilité, vous allez tout multiplier par la constante. Ça change pas les classements des loteries entre eux. C'est la même chose de considérer u de x égale racine de x ou u de x égale 2 racine de x. C'est la même relation de préférence en fait qui est derrière. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que alpha égale 1,5, vous trouvez racine de x. Alpha égale 2, vous trouvez moins 1 sur x. Moins 1 sur x, fonction strictement négative, mais néanmoins strictement croissante et strictement concave. Donc sympathique. Vérifie Mars. Alors c'est pas défini forcément sur toute R, oui là j'ai mis R plus étoile. Ça gêne pas, hein. La façon dont j'ai présenté les choses au début j'avais dit sur R, hein, j'aurais pas dû, peut-être j'aurais dû dire bah, R, R plus étoile ou R plus quoi, disons, les cas classiques. Hmm. Donc là par contre, bah, moins exponentielle moins kx, ça aussi c'est négatif mais strictement croissant, strictement concave. Vérifie Mars et indice d'inversion risque constant. Alors ça, il y avait ce résultat, on en avait parlé vite fait. Et j'avais pas donné la preuve, alors je vous ai rédigé une preuve depuis. On aura bon, je vais peut-être quand même, on va peut-être la regarder rapidement quand même. On n'aura peut-être pas le temps de la regarder en détail. Alors c'est vraiment intéressant, je trouve. Pardon, ça montre l'intérêt du concept d'indice d'aversion au risque. Prenez deux agents en fait. Un agent qui a la fonction d'utilité de von Neumann-Morgenstern U, un agent qui a la fonction d'utilité de von Neumann-Morgenstern V. Ça c'est les primes de risque, ρ, ρ, V, et U, IV seront les indices d'aversion au risque. Alors, vous voulez comparer un peu deux agents en termes d'attitude vis-à-vis du risque. Et on a équivalence entre ces trois propriétés. IU plus petit qu'IV, c'est-à-dire l'indice d'aversion au risque de U, monsieur U, plus petit que l'indice d'aversion au risque de monsieur V. Alors, si les mots ont un sens, indice d'aversion au risque, si c'est plus faible, ça veut dire ça devrait vouloir dire qu'il est moins averse au risque. C'est ça qu'on voudrait. Hein, c'est ça que montre ce théorème en fait. Donc, supposons que le moins u seconde sur u' là, soit plus petit que moins v seconde sur v', partout, quel que soit x, en tout point. Alors ça revient à dire que v égale g rond ug concave. Bon. Donc v plus concave que u, peut-être. Bon, pas très clair. Qu'est-ce que ça implique vraiment, cette propriété? Est-ce que ça montre qu'il est plus sévère sur risque? Bon. Enfin, c'est un peu dur à interpréter comme ça, a priori. Mais ça, par contre, le petit c, là, ça c'est très clair. Monsieur U demande des primes de risque plus faibles que Monsieur V. C'est-à-dire qu'il est moins. Oui, enfin, réfléchissez à ça. Ça veut dire qu'il est moins averse au risque. Ou si vous voulez, prime de risque plus faible, ça revient à dire équivalent certain plus élevé. Quelqu'un qui n'est pas du tout averse au risque, ce serait quoi à la limite? Ce serait quelqu'un de neutre au risque. À ce moment-là, on aurait une prime de risque nulle. Quelqu'un qui est qui est neutre au risque, je n'ai pas défini dans le cours. Vous avez peut-être vu ces définitions ailleurs. Quelqu'un qui est neutre au risque, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse s'intéresse qu'à l'espérance des paiements en fait. Il s'en fiche du risque, que vous lui donniez 100 euros ou que vous lui proposiez de jouer entre avoir 0 ou 200 avec probabilité 1,5, pour lui c'est exactement la même chose, hein. Il préfère pas avoir les 100 euros, il s'en fout. Il va bien jouer, même s'il n'y a aucun intérêt enfin voilà. Il s'intéresse qu'à la moyenne des paiements, donc les primes de risque sont nulles. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Plus la prime de risque est faible, moins l'inverse, l'agent est averse au risque, en ce sens. Donc c'est ça qu'il faut voir là. IU plus petit qu'IV correspond bien au cas de prime de risque plus faible.
Alors le petit b Vega Giron U, en fait, c'est un intermédiaire entre les deux, là, puisque je démontre en faisant A implique B implique C implique A. Bon, on regarde très vite. Bon, A implique B. A implique B, c'est bon, c'est pas dur. A implique B, c'est juste un peu casse-pied parce qu'il faut calculer des dérivées secondes de fonctions composées, un petit peu. Donc, alors V égale Giron U, est-ce que j'ai le droit? Bah oui, parce que U et V sont bijectives, hein. Donc, je peux bien écrire, comment dire? Qu'est-ce que c'est que G alors? G, c'est V rond U moins 1. U moins 1 existe, et après j'applique V. U et V sont définis sur un même ensemble, hein, soit R plus étoile. Bon, un même convexe de R. Bon, G est bien défini, il n'y a pas de problème. Alors après, il faut calculer, je vais montrer que G est concave. Donc il faudrait que je montre que G seconde négatif. Alors je pourrais calculer, comment dire, G égale V rond U moins 1, je pourrais calculer la dérivée de V rond U moins 1, puis la redériver encore une fois. Je fais pas comme ça parce que j'ai pas envie de me trimballer des dérivées de U moins 1. Je fais directement en dérivant ça. Donc si vous dérivez ça directement, vous trouvez V' et G' rend U, U', ça c'est bon. Ça, c'est la formule classique. Dérivée de la composée. Je redérive une fois, ça donne ça. Et après, bon, je passe les détails, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on veut? Je passe les détails, mais je sais plus ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est G seconde négatif. Voilà. Concave. G seconde négatif. Donc, où est-ce qu'il est G seconde? Il est là. Il est là, le G seconde. Alors, vous allez me dire, c'est G seconde rond U. Bah, aucune importance. Les valeurs prises par G seconde et les valeurs prises par G seconde rond U sont les mêmes. D'accord? Donc, si je veux le signe de G seconde ou le signe de G seconde rond U, c'est pareil. Donc, en fait, je m'intéresse à, non pas à G seconde, mais à G seconde rond U. Peu importe. Donc en fait, vous isolez ce terme-là c'est ça moins ça. Après, vous utilisez ça, enfin bref, vous vous débrouillez et vous avez qu'à faire le calcul. Je vais pas détailler peut-être autant que je l'aurais fait si j'avais fait au tableau en amphi, hein. J'aurais peut-être rajouté 2 lignes, hein. Mais bon, c'est pas difficile, il faut regrouper les termes, vous isolez ce terme. Enfin, ok, vous exprimez ce terme en fonction de ces deux-là. Après, vous utilisez le V' sur U', là. C'est pas ça? Je regarde, hein. Bon, regardez, vous avez qu'à essayer de le faire. Vous verrez bien ce qui se passe. Et on doit trouver exactement ça, en fait. Donc ça marche très bien. G seconde négatif ou nul, c'est ça, hein, j'ai mis que des inégalités larges partout. La fonction est concave. Après, pourquoi s'il y a une fonction est concave, les primes de risque, enfin comment dire, si V est plus concave que U, donc, si on peut dire. V c'est une fonction concave rond U qui est déjà concave. Bon, je sais pas si on peut dire vraiment que c'est plus concave, admettons. Si V est plus concave que U, pourquoi est-ce que ρU plus petit que ρV? Prime de risque pour une loterie quelconque. Alors en fait, bah, c'est une inégalité de convexité, hein. On va voir. Ici, c'est pas très difficile non plus, faut juste arriver à démarrer de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ça, nous. ρU plus petit que ρV. Comment est-ce qu'on va arriver à comparer ρU, ρV? Faut peut-être revenir aux équivalents certains. On revient c'est ça. Donc je fais à l'envers là pour montrer l'idée, hein. Montrer que les primes de risque sont plus élevées, ça revient à montrer que les équivalents certains sont. Pardon. Montrer que les primes de risque sont plus faibles, ça revient à montrer que l'équivalent est plus élevé. Donc il faut comparer les équivalents certains. Comment je compare les équivalents certains? Il faut déjà revenir à la définition d'un équivalent certain peut-être. On va regarder l'équivalent certain pour V. Parce que V c'est G rond U. Donc allons-y. Je prends une loterie. Je regarde l'équivalent certain pour V de la loterie A. Par définition c'est ça. Il est défini comme ça. Utilité de l'équivalent certain égale espérance de l'utilité de la loterie. Donc pour monsieur V, partout. Et V c'est G rond U. Et là, ben, j'utilise l'inégalité de Jensen. Vous avez peut-être vu ça. Avec les fonctions concaves ou convexes, hein. Convexe, ce serait une inégalité dans l'autre sens. En gros, c'est bah, la moyenne. C'est une inégalité de concavité, hein.
La moyenne des images plus petit que l'image de la moyenne. Si vous voyez l'espérance comme étant une moyenne. Ce qui est le cas ici, hein, parce qu'on a des loteries qui prennent un nombre fini de valeurs, hein. Donc là, vous voyez, par exemple, là, dans mon explication, vous prenez une loterie. Je vais vite, parce que je vous l'ai dit, hein, on va passer 1 heure sur ces démonstrations et je voudrais passer au modèle d'application et qu'on regarde quelques exercices. Alors, prenez une loterie, cette inégalité, bah, c'est la concavité. L'image de la moyenne plus grand que la moyenne des images. Et puis, par rapport à la loterie, bah, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a l'espérance de G de U, de A. Probabilité des résultats amenés par A, résultat de A, G rond U. Donc espérance G rond U de A. Qu'est-ce qu'on a là? G de l'espérance des U de A. Ouais. G de E de U de A. Ah, voilà, donc ça c'est bon. Après, espérance de U de A, je remplace par l'utilité de l'équivalent certain pour monsieur U. Donc on en est où? Je suis en train d'évaluer ce terme-là. G de E de U de A. G de U de A, c'est G de l'équivalent certain. Attendez, il y a un truc que je suis perdu. Oui, je fais G de ça égale G de ça. Donc je retrouve du G en U, qui est du V. Donc V de C de U, non. V de l'équivalent certain pour U de A est plus grand que euh, ça, c'est ça? Je suis perdu. Oui, c'est ça. Lequel est égal à V de C V de A. Donc où on en est? On en est là. Toc. Et avec V strictement croissante, c'est bon, ça nous donne des équivalents certains dans le bon sens. Donc voilà, ça marche. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est implique 1. Donc la dernière implication, après on passe à autre chose. Mais je voulais qu'on regarde ça parce que ça c'est joli. Vous aimez bien les choses jolies, j'espère. Donc il faudrait montrer que si pour toute loterie, la prime de risque de monsieur U est plus faible que la prime de risque demandée par monsieur V, alors la fonction indice aversion risque de monsieur U est plus petite que la fonction aversion risque de monsieur V. Vous voyez, c'est pas évident comme résultat. Ça, c'est une inégalité qui donc sur des fonctions sur les loteries. Et ça, c'est des fonctions sur R, sur l'espace des résultats. Ça, c'est sur les loteries, ça, c'est sur les résultats. Et ça revient au même, en fait. Ça, équivalent à ça. C'est assez étonnant. Un peu, non? Bon. Pour U plus petit que V. Il faut montrer IU plus petit qu'IV. Donc, quel que soit X, IU de X plus petit qu'IV de X. Alors, donc il faudrait, comment dire? Le truc, ça va être de calculer les primes de risque associées à des loteries qui sont autour d'un point X, qui sont des bruits blancs autour de X. C'est ça l'idée. On perturbe un peu autour de X, comme ça. Donc ça, c'est le truc qu'on voit apparaître dans un certain nombre d'exercices, hein, dans le TD2 et 3. Euh, et puis dans un sujet de partiel corrigé, je crois, également. Donc on tire avec probabilité 1,5 entre x moins epsilon et x plus epsilon. Alors on va essayer de calculer la prime de risque. Alors, on va pas la calculer précisément, hein, ça dépend du U. Mais disons, on va essayer de trouver une approximation en fonction de epsilon, un équivalent en fait, un équivalent en termes de epsilon quand epsilon tend vers 0 de cette loterie-là. Bon, je vous montre ça rapidement, hein, parce que c'est quand même assez joli. Ce qu'on veut, c'est l'équivalent certain ou la prime de risque. Donc déjà, on revient à la définition là, de la prime de risque. C'est quoi ça? L'espérance de l'utilité égale l'utilité de l'équivalent certain. D'accord? L'équivalent certain, c'est l'espérance moins la prime de risque. Ça va, vous n'êtes pas perdu? Bon, c'est bientôt fini. Cette démonstration. Ok. Donc on calcule le membre de gauche. C'est quoi? L'espérance de l'utilité de la loterie. Alors ça, faut savoir le faire, ce genre de choses. Vous avez votre loterie explicite là. 1,5, x moins epsilon, x plus epsilon. C'est quoi l'espérance de l'utilité? Bah, c'est 1,5 de u de... Enfin, c'est pas u, c'est v. V de x moins epsilon plus 1,5 de v de x plus epsilon. D'accord? J'ai mis là. Espérance de l'utilité des résultats.
Et là, bah, il n'y a rien de changé. Sauf que, oui, j'ai changé l'espérance. Bah, qu'est-ce que c'est l'espérance de A epsilon? C'est x. D'accord? X moins epsilon, x plus epsilon, probabilité 1,5 et demi. Ça fait x. Voilà. Après, on fait un développement limité à gauche et à droite. Alors, en fait, c'est 2 à gauche et 1 à droite. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça marche. Euh, Pourquoi il faut aller à l'ordre 2 là? C'est parce que le terme d'ordre 1 disparaît là. Il y aura un. Bon, comment ça marche le développement limité alors? J'espère que vous savez faire ça. F de x, formule Taylor-Young. F de x en 0. C'est f de 0 plus f' de x fois x, plus f seconde de x sur 2, epsilon x carré, pardon, plus un petit e de x2. Donc c'est ça que j'utilise ici, en fait, pour les deux fonctions, v de x moins epsilon et v de x plus epsilon. Donc ici, ça me donnera un v de x moins v' epsilon, moins v' de x epsilon, tandis que là, à l'ordre 1, et là, v de x plus v' de x epsilon. Donc c'est pour ça que le v' de x epsilon disparaît entre les deux. Donc il faut aller à l'ordre 2, et à l'ordre 2, donc on voit apparaître un demi fois un demi de v seconde de x epsilon carré. Bon, qu'on retrouve aussi ici. Donc voilà, donc je faisais ce terme-là d'ordre 2. Après, il y a un petit e d'epsilon carré, d'accord. Et là, je fais un développement limité aussi. Et puis alors, en gros, pour aller, en allant très très vite, hein, qu'est-ce qu'on obtient alors? Les v se simplifient. Et, vous faites passer le v' là, peut-être? Ouais. V seconde sur v', ça nous rappelle quelque chose? Même le moins, on peut mettre le moins aussi. Le moins v seconde sur v', c'est l'indice d'aversion au risque. On le voit apparaître tout d'un coup, l'indice d'aversion au risque fois epsilon carré, qui devient bah, à peu près, d'une certaine façon, équivalent. Bon, il faudrait regarder ça un peu en détail pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Et, pour être sûr que c'est rigoureux, hein, ce que j'ai écrit. Je vous invite à regarder ça en détail si ça vous intéresse. Mais bon, oubliez les petits taux si vous voulez. Bon, vous simplifiez par V, vous oubliez les petits taux en gros. Qu'est-ce qu'on obtient? Que rho V à epsilon à peu près égal à moins V seconde sur 2V' fois epsilon carré. Donc c'est ça, en fait, c'est un équivalent qu'on obtient. C'est un équivalent, c'est-à-dire que la limite du rapport est égale à 1. Donc on retrouve l'indice d'aversion au risque fois epsilon carré. Donc ça c'est pour monsieur V, mais pour monsieur U c'est pareil évidemment. On a fait ça pour une fonction d'utilité quelconque. Et après, bah, c'est fini, hein. Si ρu plus petit que ρv, forcément ce terme-là est plus petit que celui-là. Au exercice aussi, si ça vous paraît pas clair, cette manipulation sur les équivalents. Bon, d'accord? Bon, c'est un peu rapide, hein. Quand je fais en amphi, cette démonstration, ouais, prend plus qu'un tableau, hein. J'aurais pu rajouter, oui, au moins 6 ou 7 lignes facilement, je pense. Pour expliciter vraiment les trucs, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Bon. Ok, on passe. Bon, ça, on a vu ça longuement, hein. Donc, donc, je vous rappelle, dans les exercices, si on vous demande quelle est la loterie que préfère l'agent, mettons, bah, vous me calculez l'espérance et les variances, bah, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, mais vous n'utilisez pas le résultat, ce résultat pour me dire qu'il va préférer la loterie qui a la variance la plus faible, par exemple, hein, à espérance donnée. Ça, c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai dans le cadre sous les hypothèses qu'on fait. Sous les hypothèses qu'on fait, hypothèse Mars, quoi, monotonie stricte aversion au risque, on n'a pas le critère moyenne variance, ça marche pas. Je vais donner un exemple ici. Je sais pas, pas si vous a convaincu, mais il est correct. Bon, continuons. Ah, donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était ça. Parler de ça. Est-ce qu'on n'avait pas commencé la dernière fois? Je sais plus. Ah zut! Je vois que vous voyez, on incruste les messages que je reçois. C'est très embêtant ça. Ouais, bon, ok. C'est ça le partage d'écran. Je découvre, hein. Heureusement qu'il n'y a rien d'indiscret. Euh, Modèle de choix d'assurance, on n'avait pas déjà parlé, je sais plus. Bon, on va recommencer, hein. Bon, rapidement. Bon, alors c'est quoi? Quelqu'un qui a une richesse, W, bon, très bien, mais il peut perdre D, avec une certaine probabilité. Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé.
Donc ça peut être un incendie, ça peut être un vol, ça peut être tout ce que vous voulez, peu importe. Et il peut décider de s'assurer en partie, ou complètement, ou pas du tout, comme il veut. Alors, s'il s'assure à hauteur de Y unité de compte, c'est-à-dire, il signe un contrat selon lequel, en cas de sinistre, il sera remboursé de Y. Donc Y, ce sera son remboursement. Il doit payer pour ça QY. Avant le sinistre, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec probabilité pi, sa richesse. Pi, c'est la probabilité de l'accident. Sa richesse, elle est amputée du montant de l'accident. Bon, ça, c'est la cotisation, l'assurance. La prime, oui, la prime d'assurance, on dit aussi. Et ça, c'est le remboursement. Donc ça, c'est en cas de sinistre. Là, s'il n'y a pas de sinistre, richesse moins l'assurance qui a été payée. Probabilité 1 moins pi. Voilà, ça c'est le tri qu'il doit choisir, mais je pense qu'on avait déjà parlé, donc je vais peut-être accélérer là. Euh, je sais plus, hein, vous me dites, si on n'en a pas parlé du tout. J'en suis pas sûr. Bon, je continue un peu. Alors, Y dans 0D. Pourquoi? D, c'est donc c'est le montant du sinistre, hein, la valeur de l'objet qui est volé ou qui est brûlé, peu importe. Combien vous perdez en cas de sinistre. Donc, vous pouvez vous assurer entre 0 et D, pas plus. Vous n'avez pas, vous avez un bien qui vaut 100 000 euros, vous n'allez pas vous assurer pour 200 000 euros. Non, je pense pas que ce soit possible. Enfin, on va supposer que c'est pas possible de toute façon. Et donc, les extrêmes, ce serait Y égale 0, il s'assure pas du tout. Y égale D, il s'assure complètement. D'accord? S'il s'assure pas du tout, en cas de sinistre, bah, il perd D. Sinon, bah, il garde sa richesse normale et il paye pas d'assurance du tout. S'il s'assure complètement, là, il n'y a plus de risque. C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant au sens où il n'y a plus de risque. L'assurance totale, à hauteur de Y égale D, donc, il paye Q fois D, quoi qu'il arrive. Et si un sinistre, il est remboursé justement du sinistre. Donc, il garde son W dans les deux cas, si vous voulez. Qu'il est sinistre ou pas, il a sa richesse W, simplement, il faut retirer le coût de l'assurance. Donc, il a une loterie certaine s'il s'assure complètement. Donc, le problème à résoudre, qu'on va regarder sur des exemples, dans des exercices, c'est ce problème-là, qui est un problème dit convexe. On maximise une fonction concave sur un domaine convexe. Domaine est convexe, oui, d'accord, pas de problème. C'est un segment fermé. En plus, il est fermé borné. C'est un segment de R. Et la fonction est concave, c'est peut-être moins clair. Pourquoi c'est concave? Elle est même strictement concave, hein. Alors, U est concave, hein, même strictement concave, parce que U seconde négative strict. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de U de W moins QY, comme fonction d'Y? Eh bien, c'est strictement concave aussi, parce que c'est une fonction strictement concave composée avec une fonction affine. Ça, c'est affine en Y, non constante. Q n'est pas nul, hein. Je sais pas si j'ai mis des hypothèses sur petit q. Oui, Q n'est pas nul. Bon, vaut mieux que le coût de l'assurance ne soit pas nul quand même. Bah, sinon, tout le monde s'assurerait complètement, hein. Si on se fait rembourser du sinistre sans rien payer, bah, à ce moment-là, ce problème serait facile à résoudre. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? U strictement concave, ça affine non constant. Donc, cette fonction d'y est strictement concave. Bon, multiplié par une constante positive stricte, ça reste strictement concave. Et là, pareil, en fait, c'est strictement concave pour les mêmes raisons, hein. Vous avez une fonction affine, non constante, en Y, hein, U strictement concave, la composée strictement concave. C'est un exercice, ça, hein. Montrer par exemple U concave A affine implique U rond A concave. C'est très facile.
Donc ça c'est strictement concave, ça c'est convexe, donc la solution au plus, il y a au plus une solution donc. Et en fait il y a existence parce que domaine fermé borné, continuité, pas de problème. Alors, on dit que la prime est actuellement juste lorsque Q égale pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est expliqué là. L'idée c'est que lorsque vous fixez le prix de l'assurance, alors ça c'est ce que vous payez par unité de compte assuré. Par euro assuré, vous payez Q euros. Q plus petit que 1, n'oubliez pas. Et bien lorsque comment dire, ce coût unitaire de l'assurance est égal à la probabilité de l'accident, là, de sinistre, eh bien il se trouve que si on calcule, l'espérance du profit de l'assureur est nulle. Parce que qu'est-ce qu'il gagne l'assureur quand il assure quelqu'un qui va choisir Y? Qu'est-ce qu'il va gagner en espérance, disons? Eh bien avec probabilité pi, l'assureur n'a pas de chance parce que il y a eu un accident, il y a eu un sinistre, donc il va falloir qu'il rembourse. Donc il va rembourser Y, donc moins Y. D'accord? Avec probabilité pi, il perd Y. Ça, c'est ce qui rembourse l'assureur. Par contre, il a touché l'assurance, bon, normal. Il a touché la cotisation, enfin le coût d'accord, de l'assurance. Avec probabilité 1 moins pi, tout se passe bien, il touche l'assurance sans rien rembourser. Donc finalement, vous regardez, ça fait QY moins pi Y. Donc ça fait 0 si Q égale pi. Alors vous voyez, Q égale pi, c'est intéressant quand même. Comment dire, c'est pas anodin comme situation, hein, ça correspond à une situation où on fait des profits nuls en espérance. Donc l'assureur cherche pas à s'enrichir spécialement. On peut imaginer donc enfin comment dire, une mutuelle, plutôt une mutuelle d'assurance, hein. Une organisation qui serait un peu sans but lucratif. Bon, bon, c'est un peu idéal hein, comme situation, mais puis évidemment c'est impossible. Bon, profit nul, ça va pas. Il faut quand même faire tourner l'entreprise, payer ses employés, payer les locaux, etc. Bon, c'est un peu un cas idéal. Q égale pi. En tout cas, on peut se dire qu'a priori, le cas intéressant, c'est pour Q plus grand que pi. Comme ça, on fera des profits positifs. Hein, le profit en espérance, ici, c'est ça. Donc pour Q plus grand que pi, l'assureur va faire des profits. Alors, lorsque la prime est actuellement juste, les décideurs s'assurent complètement. Donc ça se démontre. Ah, ouais, c'est ça, donc jusqu'ici, je pense qu'on avait déjà fait, hein. Il me semble que j'avais déjà parlé de tout ça il y a 2 semaines. Par contre, là, je pense que c'est nouveau. En tout cas, la démonstration, je sais pas. Bon, regardons. Donc si Q égale pi, on va montrer que Y étoile égale D. Y étoile serait la solution de ce programme, quelle que soit la fonction d'utilité U qui vérifie Mars. Alors, bon, il y a 2 démonstrations. Lesquelles on regarde? Les deux sont intéressantes. Bon, regardons la première démonstration. Alors, elle est faite en termes de relation de préférence. Bon, je vous rappelle, ça, c'est pas super, enfin, c'est supérieur ou égal, c'est le signe que j'utilise, mais ça ne correspond pas à la relation d'ordre habituelle dans R, hein. C'est une relation de préférence sur les loteries. Donc, on doit montrer ça. Que la loterie où il s'assure à hauteur d'Y, si s'assure à hauteur de Y, c'est moins bien que si s'assure à hauteur de D. Sens large. Bon alors, on regarde bon, on a l'hypothèse d'aversion au risque, hein. Donc quel que soit Y, AY moins bien que l'espérance de AY. La loterie moins bien que son espérance. Très important, hein, comprendre les définitions. Qu'est-ce que c'est? Équivalent certain, prime de risque, aversion au risque, tous ces trucs-là, hein. Aversion au risque, on n'aime pas le risque. À la loterie, on préfère le gain moyen, de manière certaine. Bon, ben là, on calcule, hein. L'espérance de A de Y, on calcule. Bon, bon, bon. Bon, je passe sur les détails. Faites le calcul, vous vérifiez ça. Je trouve ça.
Et si Q égale pi, ce qu'on suppose, là, qu'est-ce qui se passe? On trouve juste W moins pi d. Or, W moins pi d, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on touche lorsqu'on s'assure complètement. Si vous assurez au prix Q égale pi, c'est ça, A2D. A2D, c'est quoi? C'est la loterie où on s'assure complètement. Y égale D. Et qu'est-ce qu'on touche dans ce cas-là? Bah, W moins Q, la prime qu'on paye, mais Q égale pi, fois bah, D, donc assurance complète. Donc, vous voyez, comment dire, A de Y, où est-ce qu'on est? La loterie AY, Y quelconque, elle est moins bien que delta ça, AY moins bien que ça, et ça, c'est le cas d'assurance complète. Donc on a démontré ce qu'on voulait. Bon, je vous fais la deuxième démonstration parce que vraiment c'est quand même important, vraiment. Elle est plus, comment dire, plus analytique, plus concrète, plus proche, disons, de vos préoccupations habituelles, qui sont de calculer des dérivés, d'exploiter des conditions du premier ordre, des choses comme ça, je crois, il me semble. C'est une histoire de préférence, bon. C'est un peu propre bah là, à ce cours là, mais tandis que là, ces histoires de conditions de premier ordre, bah, ça touche un peu à toutes les matières analytiques, hein, pas d'analyse, autour de l'analyse, en particulier à l'optimisation, évidemment. Mais aussi même à l'économie mathématique en général, où vous avez des problèmes à résoudre, vous écrivez une condition de premier ordre. Alors, donc on va montrer que la condition de premier ordre est vérifiée au point D. Si on montre ça, on aura bon parce que la condition de premier ordre est suffisante dans le cadre d'un problème convexe, programme convexe. Alors on regarde la condition de premier ordre. Alors, comment ça marche cette condition de premier ordre? Donc c'est ça que je voulais regarder avec vous. Comment on calcule cette dérivée de phi? Parce que l'expérience montre que tous les ans, il y a des erreurs dans ce calcul. Comment dériver ça par rapport à y? Tous les ans, j'ai des copies où la dérivée est fausse. D'accord? Euh, J'aimerais bien que cette année soit une exception. Bon, voyons. Comment ça marche? Bah, c'est juste la dérivée de fonctions composées, hein, dérivée par rapport à y. C'est ça qu'on veut faire, hein, phi prime de y. Où est-ce qu'il est y? C'est ça, vous regardez. Bah, le y, il est là. Donc ça n'a pas l'air compliqué, parce que c'est quoi? Y fois constante, plus constante, puis u. Ok? Après, pareil, y il est là. Donc il y a deux termes. Bon, ça, tout le monde le voit. Maintenant, ce qui est parfois écrit, malheureusement, c'est pi u prime de ça. Qu'est-ce qui est écrit? Je sais même plus. Ouais, on oublie de sortir les facteurs de y, quoi, en gros. Bon, la dérivée du rond f, c'est g' rond f fois f'. Faut pas oublier le f'. Donc, quand vous dérivez ce premier terme, par exemple, pi u' de tout ça, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur du u par rapport à y, c'est-à-dire le 1 moins q. Et là, bah, même chose, dérivée de ça, ça fait u' de w moins qy fois dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur du u par rapport à y, c'est-à-dire moins q. Ok. Alors peut-être c'est des erreurs d'inattention aussi, hein, parce que vous êtes censé connaître ce genre de formule normalement. Alors faites attention. Faites attention quand vous dérivez. Phi' y égale, donc pi, il y a le 1 moins q qui est sorti, u' de ça, moins q, enfin moins, normalement, plus 1 moins pi, u' de ça, fois moins q. Donc moins q à moins pi. Donc voilà la dérivée. Vous devez être capable de calculer bah, dans les différents exemples qui vous seront proposés en exercice. Aussi. Alors je vais montrer que la condition de premier ordre est vérifiée au point D. Je vais regarder phi' de D. Ce serait quoi la condition de premier ordre de point D? Alors le problème de D, c'est que c'est un point qui n'est pas intérieur, hein, au domaine. Donc si on veut que D soit solution optimale de ce problème-là, bah, on n'aura pas forcément phi' égale 0, hein, puisqu'il n'est pas à l'intérieur D. Bon là ça va marcher. En fait on aura phi' égale 0 dans l'exemple, dans la proposition, mais disons la condition générale, si vous voulez un maximum à droite du domaine, ce serait que la dérivée soit positive ou nulle. Hein, il ne faut pas qu'elle soit négative en tout cas.
Ok. Bon, regardons. De toute façon, on va trouver 0 ici, je crois. Voilà, phi' 2 égale 0. Mais c'est pas la condition générale pour un point sur la frontière hein, dans le problème. C'est pas la condition nécessaire du premier ordre qu'on a en général pour un point à droite du domaine lorsqu'on maximise sur un segment. La condition serait phi' positif ou nul. Mais bon, si c'est nul, c'est positif ou nul, donc c'est bon. Bon, voyons. Phi' de D. Donc je remplace, là on a fait phi' y, on remplace y par D, et bah, du coup ça fait W moins QD partout là en fait. Parce que y égale D, ça revient à l'assurance complète. Donc vous vous retrouvez avec W moins QD là, et là aussi W moins QD. Enfin, vous faites le calcul, hein. Vous avez eu pris W moins QD qui se factorise, et après pi à moins Q moins pi, ça se simplifie, il reste pi moins Q. Donc en cas d'assurance, comment dire, en cas de prime actuellement juste, ça vaut 0. Mais on peut aller plus loin. Si pi est plus grand que q, c'est-à-dire si q plus petit que pi, si la prime, ce que vous payez, c'est plus petit que la probabilité, vous voyez? Donc l'assureur va faire des profits négatifs. Bon, évidemment c'est une situation un peu hypothétique, hein, mais dans ce cas-là, on aurait donc pi plus grand que q, ça serait positif, ça aussi. Phi prime serait positif, strict même. Et on aurait la condition premier ordre donc au point D, au bord du domaine. Donc évidemment, si la prime est actuellement juste, le décideur s'assure complètement. Si la prime est encore moins chère, hein, encore moins chère que pi, il s'assurera aussi complètement, bien sûr. Il saturera la contrainte y plus petit ou égal que d complètement. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là. Après, modèle SWAM de choix de portefeuille. Donc, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. En tout cas, il ne devait pas y avoir tous les résultats. Regardons ça alors. Donc j'ai bon après dans les exemples, bon là c'est général, un actif risqué de rendement aléatoire RTIL. Après quand vous faites des exercices, vous aurez par exemple RTIL prend deux valeurs avec certaines probabilités données. Ok? Donc ça va être en gros une loterie. Alors sauf qu'on ne raisonne pas en termes de paiement, on raisonne en termes de rendement. Bon, c'est présenté comme ça. Donc W, il doit se répartir entre l'actif risqué et l'obligation. Alors comme je suppose, bon, je fais pas ça tous les ans, mais bon, finalement c'est aussi bien. Je suppose que le rendement c'est 1, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de taux d'intérêt nul si vous voulez. Ça simplifie quand même beaucoup les choses, hein. On pourrait dire aussi bien qu'il y a un seul actif, puis le reste il le garde dans sa poche, quoi. Il met une partie, sa richesse en actif risqué, et le reste il le garde dans sa poche. Euh, non, c'est... Ouais, enfin pas forcément. Disons que le truc c'est que je voudrais bien qu'éventuellement il puisse emprunter. Donc, disons qu'il y a deux actifs. Il y a deux actifs, un actif risqué, un actif sans risque. Actif sans risque, pour simplifier, je suppose taux d'intérêt nul. Donc le rendement égal à 1. Alors, RTIL, lui, comme c'est risqué, suppose que RTIL n'est pas constant, hein. Donc vous avez un programme convexe comme tout à l'heure. Pourquoi convexe? Bah parce que bah faut voir les contraintes alors. Donc θ, c'est combien d'argent on met en actif risqué. Alors soit il met ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut acheter, vendre comme il veut, il n'y a pas de limite. Même s'il a une richesse W, il peut acheter, il peut investir plus d'argent qu'il n'a de richesse en actif risqué, par exemple, quitte à emprunter, c'est-à-dire à vendre de l'actif, vendre à découvert de l'actif non risqué. Soit θ, donc, qui est la richesse investie en actif risqué, positive ou nulle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre à découvert l'actif risqué. Soit K courant dans les exemples, dans les exercices. Ben, il investit entre 0 et W, c'est-à-dire pas le droit de vendre à découvert, pas le droit d'emprunter. Bon, ok. Donc ça, c'est la fonction objectif. L'espérance. On est dans le cadre du modèle d'espérance d'utilité, hein, tout le chapitre. Donc on évalue les loteries en calculant l'espérance de l'utilité des paiements. Quel est le paiement quand j'investis θ en actif risqué? Je mets θ euros en actif risqué.
Θ euro en actif risqué. L'actif risqué, il y a un rendement qui est R tilde. Donc mon θ que j'ai mis en actif risqué est multiplié par R tilde. C'est ce que je vais obtenir en fin de période. C'est aléatoire évidemment. Θ R tilde, c'est ça que je vais obtenir. Θ R tilde. Ouais. Ça c'est ce que je vais gagner du fait de mon investissement en actif risqué. Et l'autre terme, ici, W moins θ, bah, c'est ce que je vais gagner en fin de période du fait de mon investissement en actifs sans risque. J'investis W moins θ en actifs sans risque, je multiplie par le rendement de l'actif sans risque qui est 1. D'accord? Donc voilà, donc si je voulais être plus général, je mettrais R0, le rendement d'une obligation. Il faudrait rajouter le R0 là. Bon, ça complique inutilement tous les calculs, hein, franchement. Donc je pense que je vais complètement arrêter de faire ça, et c'est ce que j'ai fait cette année. R0, grand R0 égale 1 ou petit taux d'intérêt, le taux d'intérêt nul. Bon alors qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Bah, c'est un problème convexe comme l'autre, hein, pour les mêmes raisons, hein. Parce que bon, R tilde, vous pouvez voir R tilde, disons comme étant une espèce de loterie. Donc là, on a une somme finie, avec U qui est strictement concave, enfin qui est concave, peu importe. Euh, donc il y a une somme finie de U de quoi? De fonction affine de θ. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, c'est une somme de fonctions concaves. Et c'est même strictement concave, parce que R tilde n'est pas constante. Bon, je passe là-dessus. Bon, de toute façon, on calculera tout à l'heure phi prime, phi seconde. On verra que phi seconde, par exemple, est strictement négatif. C'est un problème convexe. Solution existe. Alors, existe, ça dépend du domaine. Dans le premier cas, fermé borné, on est sûr que ça existe. Sinon, le deuxième cas, on n'est pas sûr. Bon, tout ça, bon, je sais pas. J'aurais j'aurais pu mettre 0W dès le départ partout, hein. Moi, j'envisage les différents cas. P a au plus une solution optimale. Dans ce cas-là, vente à découvert interdite, il a aussi l'existence. L'existence est assurée, il a exactement une solution optimale. Alors après, proposition. Sous réserve que la solution optimale existe, évidemment, puisqu'on n'est pas sûr en général. Si l'actif risqué paye moins que l'actif sans risque, en moyenne. Si le rendement de l'actif risqué est faible, plus faible que celui de l'actif sans risque. C'est un peu ridicule comme cas, a priori. Si on achète des actifs risqués, c'est bien pour espérer gagner quelque chose, en espérance, non? Bon, a priori, c'est un cas pas très intéressant. Bah, justement, effectivement, θ étoile, solution optimale. Investissement optimal sera négatif ou nul. Vous ne voulez pas acheter d'actifs risqués s'ils ne payent pas autant que l'obligation. Il faut qu'ils payent plus, a priori. C'est ce qu'on démontre. Sous hypothèse d'aversion au risque. Évidemment, si vous êtes joueur, vous êtes prêt à toutes les folies. Si vous êtes joueur, vous jouez au loto, vous achetez des billets de loterie, votre espérance de gain est plus faible que ce que vous payez, hein. Bon, espérance de gain nette est négative. Si vous allez au casino, c'est pareil. Donc, bon, mais là, on parle pas de ça, on parle d'actifs financiers. Donc évidemment, actifs financiers qui vérifieraient ça avec des agents averses au risque, θ étoile doivent être négatif. Bon, inversement. Alors inversement, donc là, oui, c'est dans le cadre de ce modèle-là, qui est un peu fruste, hein. Dès que l'actif risqué paye plus que l'actif sans risque, on va en acheter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. θ étoile sera strictement positif. Alors, on regarde rapidement. Ouais, justement, c'est cette histoire de dérivation sous l'espérance que je voulais vous montrer. Faut revenir, attendez, faut revenir à la fonction objectif. Elle est où? Elle est loin. Elle est là. Comment je dérive ça? Qu'est-ce qu'on veut? On veut dériver ça par rapport à θ. Encore une fois, on a un problème convexe, on regarde la condition de premier ordre, hein, pour tirer des renseignements sur la solution optimale. Donc il faut calculer phi prime de θ. Comment je dérive l'espérance de l'utilité de ce truc? Alors, supposez que R tilde, je ne l'ai pas supposé explicitement, je pourrais le mettre, mais
Bon, supposez que R-til prend un nombre fini de valeurs. Donc là, vous avez une somme. L'espérance, en fait, c'est une somme finie, hein. C'est une somme de probabilités associées aux différents résultats RI, de l'utilité des θ RI plus W moins θ. Donc vous avez une somme finie de fonctions en θ, très simple, du type lambda I, U de constante fois θ plus constante. Donc c'est très facile à dériver. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Bon, eh bien j'affirme que, en général, c'est pareil, la dérivée de l'espérance, euh, c'est l'espérance des dérivées, tout simplement. C'est ça que je fais. Attends, c'est peut-être pas évident à écrire. Ou autrement dit, alors c'est valable pour les intégrales aussi. Bon, alors, normalement, il faut des conditions de régularité, hein. Si on n'est pas dans le cas comme ça là d'une somme finie, si c'est une vraie intégrale. Mais quand vous avez un paramètre sous l'intégrale, disons l'intégrale entre deux bornes fixées par exemple, de f de t virgule x dt. Vous suivez. Donc ce que vous intégrez, c'est une fonction de deux variables, f de tx, vous l'intégrez par rapport à t, entre deux bornes fixées. Bah, sous des conditions de régularité qu'il faudra que je précise, dont je ne me souviens pas spécialement d'ailleurs, mais bon, on pourrait trouver ça, hein, c'est pas difficile, hein, bon. Bon, par exemple, si votre fonction est deux fois différenciable, enfin bon. Bon, je pense que je pourrais vous trouver des conditions suffisantes assez facilement, mais bon, la question n'est pas là. De toute façon, ici, on est dans le cas de somme finie, hein, essentiellement. Et bon, l'idée, c'est que la dérivée de l'intégrale de f de tx dt, eh ben, c'est l'intégrale de la dérivée partielle de f par rapport à x dt. Voilà, donc vous dérivez sous l'intégrale, vous dérivez sous l'espérance, et ça généralise tout simplement l'idée que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc comment ça marche? Comment je dérive ça? Par rapport à θ. Eh ben, je dérive sous l'espérance, qu'est-ce qui se passe? Donc je sors le R-til, boum. Enfin, ça va faire U', U' de ça, fois la dérivée de ce qu'il y a là sous le U. Donc R-til, moins 1. Et ça, j'en prends l'espérance. Voilà, donc j'obtiens ici ce que je venais d'annoncer, l'espérance de R-til moins 1 fois le U' de ce qu'il y avait sous le U au départ. Donc si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu, écrivez l'espérance du départ comme étant un sigma, une somme finie. Lambda I, U de θ RI plus W moins θ. Lambda I sont les probabilités d'avoir le rendement égal à RI. Et vous dérivez ça, vous vous rendez compte, après vous regroupez tout, ça fait bien ça. Dérivée de la somme égale somme des dérivées. Dérivée de l'intégrale égale intégrale de la dérivée. Dérivée de l'espérance égale espérance de la dérivée. Tout ça c'est pareil. Les intégrales et l'espérance, en gros, c'est des... Bah, ça généralise, comment dire ça? Oui, ça généralise d'une certaine façon la notion de somme habituelle, hein. D'ailleurs, au lieu de intégrale, on dit somme souvent. Et bon, les sommes de Riemann, par exemple, souvenez-vous, hein, ça existe. Bon, et alors, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis perdu. Je monte quoi? Je monte ça, ça, ça? Je sais plus comment j'ai présenté un peu la démonstration. Phi prime de 0, c'est ça que je veux regarder. Oui, c'est ça. La question c'est, θ étoile, comment est-ce qu'il est par rapport à 0? Est-ce qu'il est plus petit que 0? Est-ce qu'il vaut 0? Est-ce qu'il est plus grand que 0? Donc on va regarder ce qui se passe en 0. On regarde phi prime 0. Alors, phi prime θ général est là, phi prime 0, c'est ça. Donc, comment ça marche? Ben, U', c'est une espérance. Ça, c'est une variable aléatoire. 1, c'est quoi? Bah, c'est la variable aléatoire constante égale à 1. Ça, c'est une constante. Bon, je peux le sortir de l'espérance. Ouais. Et après, espérance de R-til moins 1, c'est espérance de R-til moins 1. Linéarité de l'espérance. Ce que je note 1 ici, hein, c'est simplement, ou là aussi, c'est la variable aléatoire constante égale à 1. Delta 1, si vous voulez. Bon, c'est un abus de notation habituelle, hein. Voilà, donc U'W sort, la linéarité de l'espérance, RT de moins 1, et du coup on a tous ces cas-là qui se présentent bien. Alors c'est des arguments de
de concavité hein, qui sont utilisés. Regardons ce cas-là, c'est le cas qui nous intéresse. Le dernier cas là, pardon. L'espérance de R tilde plus grand que 1. C'est le cas qui nous intéresse. Enfin, qui devrait nous intéresser. Le cas où l'actif risqué, bah oui, il paye plus que l'obligation. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Qu'est-ce qu'on peut dire de phi'0 donc? Phi'0 va être strictement positif. ER tilde plus grand que 1. Ça c'est, pardon, strictement positif. U' de W aussi. Phi'0 strictement positif. Ah, est-ce que ça implique que θ étoile positif? Strict. Pourquoi ça? Bah, oubliez pas, phi est strictement concave. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Phi est strictement concave comme U. Phi, c'est la fonction objective du programme. Ce truc-là. C'est une somme de fonctions strictement concaves. C'est strictement concave. En θ. La fonction objective. Donc, si ça dérivait, en plus c'est dérivable comme U, hein. Donc, si elle est strictement concave, c'est que sa dérivée est strictement décroissante. Il faut savoir ce genre de choses, hein, cours de convexité. Concave, hop, faut savoir, par exemple, racine de x est concave. Dérivée décroissante. Strict. Elle est strictement concave. Donc si phi' de 0 est strictement positif, que phi' décroît strictement, sur R+, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que sur R-, phi' décroissant, alors attendez, phi' décroissant, positif en un point. Donc avant, non, décroissant, phi' décroissant, ouais, positif en un point. Qu'est-ce que je peux dire du signe avant le point? Si c'est décroissant, que c'est positif là, c'est qu'avant c'était déjà positif. Pas très clair? Faut faire un tableau de variation à la limite si vous voulez, si c'est pas clair. Un dessin. Phi' est décroissante, elle est strictement positive en un point, donc après qu'est-ce qui va se passer? Bah on sait pas, elle va décroître, elle va peut-être s'annuler, devenir négative, ça je sais pas. Je regarde pas ça, je regarde avant zéro. Avant zéro, qu'est-ce qui se passe? Comme elle est décroissante et qu'elle est strictement positive en zéro, ben avant zéro elle est strictement positive aussi, hein, forcément. Donc phi' strictement positive partout sur R-. Dans R-, phi' est strictement positive. C'est-à-dire que phi est strictement croissante sur R-. Donc la fonction objectif est strictement croissante sur R-. Donc ça veut dire que c'est pas dans R- qu'il faut chercher un maximum de phi. C'est dans R+. C'est bien ce que j'affirme ici. Et 0 ne marche pas, hein, puisque phi'0 est strictement positif. Bon voilà, les autres cas sont similaires. Donc je passe. Ça c'est intéressant. Je passerai peut-être la démonstration, parce que c'est quand même. Je vais pas faire une séance de 2 heures, hein. Je pense qu'on va s'arrêter vers 11h30, 11h40, un truc comme ça. Bon, on regarde la proposition quand même, son énoncé quand même important, vraiment. Alors je me le place. Bon, je suppose, cas intéressant. L'actif risqué paye, vraiment. On va en acheter, normalement. D'accord? Après, je prends deux fonctions U1, U2. U2 égale giron U1 avec G concave. Ah, ça devrait vous rappeler quelque chose. Tout à l'heure, c'était le cas où l'agent 2, donc l'agent avec U2, serait plus averse au risque que l'agent 1, puisque c'est plus concave, si on peut dire. Donc l'agent 2 est censé plus averse au risque. Et alors, donc il y a des hypothèses, et qu'est-ce qu'on doit trouver? Que l'agent 2 qui est plus averse au risque, eh ben, il achète justement moins d'actifs risqués. Donc voilà, c'est pas très surprenant, ça marche bien. Alors les hypothèses qu'on doit mettre ici, là, qu'est-ce que je suppose? Bah, j'exploite les conditions du premier ordre, alors donc je suppose que les solutions optimales, déjà il faut supposer qu'elles existent, hein. Θ1 étoile, θ2 étoile, associées à U1, U2, donc elles existent. Et en plus, bon, θ1 étoile intérieure. Bon, je veux pas être au bord du domaine. Si jamais il y a un bord, hein, parce que vous pouvez très bien avoir comme domaine K égale R. Dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de cette hypothèse. Mais bon, disons que le cas courant, c'est quand même K égale 0W ou K égale R+, à la limite. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir une solution en coin, au bord du domaine. Bon, je suppose que la solution est intérieure. Alors on a ça.
Bon, est-ce qu'on fait... Je commence à fatiguer un peu là, je vais avoir du mal à expliquer la preuve. On essaye quand même, hein. Allez, si on... Enfin, allez, j'essaye quand même. Il faut que je montre que θ2 étoile plus petit que θ1 étoile. La preuve est un peu fine hein, quand même, hein. Ouais, un peu fine et un peu calculatoire, comme vous le voyez. Alors, bon, allons-y. U1, U2, les deux fonctions d'utilité. Phi1, Phi2, les deux fonctions objectifs associées. D'accord? C'est quoi Phi1? Bah, c'est la fonction qui a θ associe l'espérance de l'utilité U1 de la loterie qu'on obtient quand on choisit θ. Θ R tilde plus W moins θ. Ok, Phi2, pareil, espérance de l'utilité U2 de la loterie, machin. Alors, qu'est-ce que je veux faire? On veut montrer que Phi'2 de θ1 étoile négatif ou nul. Ah, pourquoi? Bah, ce qui se passe, bon, θ1 étoile, c'est la solution optimale pour monsieur 1, avec la fonction objectif phi1. Alors, on suppose qu'elle est intérieure en plus. Ouais. Donc on va avoir phi'1 de θ1 étoile égale 0. Il y a un truc qui m'échappe là. Phi'1 θ1 étoile égale 0. Phi'2 θ1 étoile. Ah oui, c'est ça, c'est sur θ1 étoile. Bon, est-ce qu'on regarde ça? On regarde un peu. Il y a des trucs bon, il y a des choses que je voudrais vous montrer quand même. Bon, laissons tomber l'introduction, l'espèce de explication de la stratégie de la preuve, là. Je passe au calcul directement. Phi'2 θ1 étoile, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le calcul qu'on a vu tout à l'heure. Vous dérivez sous l'espérance. Donc au départ, qu'est-ce qu'on a? On a espérance de, il n'y a pas le R-1, il n'y a pas le prime. U2 de ça. Donc espérance de U2, je dérive sous l'espérance. Ça fait l'espérance de la dérivée de ça sans le prime, hein. Donc à ce moment-là, je sors le R-1 et je mets une dérivée. Ok. Après, U2, c'est gérant U1. C'était ça notre hypothèse, hein? U2 égale gérant U1. Dérivée de la composée, si j'ai pris rho U1 fois U', d'accord? Espérance de tout ça. Et maintenant, je dis G' rho U1 est décroissante. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont un peu fins, puis surtout ça qui j'aime bien, et que je voulais vous montrer. D'abord ça. G' rho U1 décroissante. Pourquoi? U1 est croissante, G' décroissante, parce que G concave. D'accord? Pas de problème. Alors après, qu'est-ce que c'est que cette histoire? G' rho U1 décroissante. Donc je voudrais comparer en fait ce terme, G' rho U1, en θ1 étoile, avec ce terme. Bon, alors, euh, alors en fait, c'est le problème, c'est que je sais pas, R-1, je sais pas son signe, notamment. Je sais pas si cette quantité-là, θ1 étoile R-1 plus W, est plus grande ou plus petite que W, ça dépend du signe de R-1. Alors vous allez me dire, on suppose E de R tilde plus grand que 1. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que R tilde est tout le temps plus grand que 1. Vous faites un choix d'investissement risqué, il se peut très bien que vous perdiez de l'argent. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Vous avez des perspectives de gain peut-être plus intéressantes que sur un marché sans risque, pour un actif sans risque, mais vous avez aussi possibilité de perdre beaucoup d'argent, hein, normalement. C'est ça les actifs risqués. Donc le R, il peut être plus grand ou plus petit que 1, on ne sait pas. Enfin, comment dire, le R-TIL, il prend des valeurs, certainement, il va prendre des valeurs plus grandes que 1 et il va prendre aussi des valeurs plus petites que 1. C'est sûr, hein. Ouais, c'est sûr. Non, c'est peut-être. Si, si, si. Si, si, c'est sûr, sinon le problème n'aurait pas d'intérêt. En tout cas, dans le cas, oui, oui. Là, on choisit entre actif risqué et actif non risqué, hein. Si l'actif risqué payait tout le temps plus que l'actif non risqué, mais tout le temps, pas seulement en espérance. Exercice. Essayez de montrer que dans ce cas-là, le problème qu'on se pose n'a aucun intérêt et qu'en fait, on va acheter le maximum possible d'actifs risqués. Dans ce cas. Bon, bref. Bon, ce que je voulais faire, moi, je vais accélérer, hein, je crois, parce que c'est trop long tout ça.
Ce que je voulais donc, sachant que G' rho 1 est décroissante, θ1 étoile est positif. J'aimerais bien qu'on ait G' rho 1 de ça plus petit que G' rho 1 de ça. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai si R est plus grand que 1. Parce qu'à ce moment-là, cette quantité-là est plus grande que W. Suivez? θ1 étoile positive. R-1 positif. Donc ça, c'est positif. Plus W, plus grand que W. Et G' rho 1 décroissante, donc on a une égalité dans le bon sens. Seulement, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'R-1 soit positif. Bon, donc j'écris ça. Voilà, je multiplie par R-1. Dans le cas R-1 positif, c'est bon. Et donc, dans le cas R-1 négatif, dans le cas R-1 négatif, G' rho 1 décroissante, j'ai avoir ça plus grand que G' rho 1 de W, ok? Mais je multiplie par R-1 qui est négatif. Donc ça me renverse l'inégalité. Vous voyez l'astuce? Donc ça, c'est un truc classique qu'on peut revoir, qu'on voit comme propriété des fonctions concaves, je crois. Différentiables. C'est une propriété du gradient, comme ça, du genre gradient de f en y moins gradient de f en x scalaire, y moins x, qui a un certain signe, positif ou négatif, je sais plus. Ça vous dit rien? Bon, bref, c'est une propriété de monotonie, hein. On peut exprimer le fait qu'une fonction soit croissante en disant x plus grand qu'y, enfin y plus grand que x, disons, implique fy plus grand que f de x. On peut écrire aussi fy moins fx, facteur de y moins x, positif ou nul, quel que soit xy. Ça revient strictement au même. Donc voilà, donc c'est cette astuce-là que j'utilise ici, que je voulais vous montrer. Euh, Après, qu'est-ce que c'est? Bah, je multiplie par un terme qui est le même des deux côtés, c'est ça? Et après, j'intègre tout. Ah ouais, parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est on travaille pour un R fixé, si vous voulez, pour un résultat fixé en quelque sorte. Et après, on va sommer toutes ces inégalités en multipliant par les espérances, si vous, en multipliant par les probabilités des résultats, par exemple, et on obtient des espérances. Donc, voilà. Et j'arrive à l'inégalité que je voulais. Parce que le phi' de θ étoile, donc, un peu compliqué cette preuve, hein. Je l'ai majoré par ça, disons, oui, par ça. Et là, je retrouve, par condition de premier ordre en θ étoile qui est solution intérieure, je trouve que c'est 0. Donc j'arrive à démontrer comme ça que phi' de θ étoile négatif ou nul. Alors pourquoi ça nous permet de conclure c'est parce que phi' est décroissante, hein. Ça me revient au début, là, quand je commençais à lire la preuve, je voyais plus l'idée, hein. Mais phi' est décroissante. Si jamais c'est négatif ou nul en θ étoile, qu'est-ce que je peux dire pour θ? En θ2 étoile, ça doit être nul. Enfin non. Ah, zut. θ2 étoile peut pas être plus grand que θ1 étoile. Parce que sinon la fonction serait décroissante localement vénale du θ2. Bon, regardez ça par vous-même. Ok, je laisse tomber. Là, je jette l'éponge sur cette démonstration. Donc passons à ce que je voulais faire là, pardon. TD3. Vous me dites, hein, question ou vous voulez faire une pause 2 minutes? On fait une pause 2 minutes? Ouais, 2-3 minutes. Comme ça, je vais prendre un café par exemple. À tout de suite. Bon, on reprend la session donc. TD3 corrigé. Donc, bon, vous avez une correction. Je pense qu'elle est relativement détaillée. Donc, j'espère que vous serez capable de la comprendre. Je vais en commenter une partie. Je vais pas pouvoir tout faire. On a encore la semaine prochaine, hein, pour travailler. Il y a plus de nouveaux cours, hein, de toute façon, évidemment. Donc, on fera juste du commentaire d'exercice la semaine prochaine, hein. Mais je vous invite vraiment, faut que vous fassiez, il faut que vous travailliez par vous-même, hein, donc à chercher ces exercices, à regarder en détail des corrections et à poser des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire, ou la semaine prochaine, ou d'ici là. Alors cette histoire, bon, peut-être que j'ai envie de passer là-dessus parce que on a fait des choses un peu similaires, mais bon, pas trop l'esprit là-dessus parce qu'on reviendra sur cet exercice si vous voulez la semaine prochaine, d'accord? Regardez-le par vous-même. Regardons plutôt les exemples qui se rapportent à ce qu'on vient de voir dans le cours. D'accord? Donc ici, on a le modèle d'assurance.
avec une fonction particulière, hein, u de x égale log de x. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, les deux modèles qu'on a vus juste avant, modèle d'assurance, modèle choix de portefeuille, donnent, s'appliquent facilement, enfin, donnent lieu à des exercices avec des calculs. On choisit une fonction d'utilité, on choisit, dans le cas de modèle de portefeuille, on choisit une fonction r tilde, et puis on regarde ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc ici, modèle d'assurance, je prends la fonction log. Donc c'est une fonction d'aversion relative au risque constante, je crois. Indice d'aversion relative, j'ai pas défini, hein, mais bon. C'est la même chose que l'indice absolu divisé par x. Que l'indice qu'on utilise, c'est l'indice absolu. Bien, alors, donc ça c'est le modèle habituel, hein. Donc passons. Quelles sont les différentes loteries qui s'offrent à l'investisseur? Donc si on vous pose la question, vous répondez, eh ben, il choisit Y entre 0 et D, et puis comment ça marche? S'il y a sinistre, probabilité pi, il gagne ça. Vous vous souvenez, l'explication qu'on a donnée tout à l'heure. Richesse, moins perte due au sinistre, plus remboursement Y, moins ce qu'il a payé en assurance Q fois Y. Ok? S'il n'y a pas de sinistre, richesse moins ce qu'il a payé en assurance. D'accord. Ensuite, quel est le niveau d'assurance optimal en fonction des paramètres? On supposera la solution intérieure. Bon, en gros, ça veut dire qu'on va faire du phi' égale 0 et, sans se poser de questions. D'accord? Donc on écrit le problème, il est là. Donc c'est le problème de tout à l'heure. Simplement, on va remplacer U par log. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Je vous suggère de ne pas le faire tout de suite. Euh, Je vous suggère de ne pas le faire tout de suite. Vous calculez votre phi' avec un U' général, comme on a fait tout à l'heure, et vous remplacez après par U' par la fonction x de 1 sur x, quoi. Allons-y. Bon, ces exercices, il faut vraiment que vous vous entraîniez à le faire vous-même, hein. Si vous faites juste suivre de manière passive, vous n'arriverez pas à le faire par vous-même, probablement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe malheureusement, en général. Parce que les calculs sont, ils ont l'air pas très compliqués, mais il faut encore bien se débrouiller pour arriver au bout, hein. Alors comment ça marche? C'est le même calcul que tout à l'heure, hein. Donc on veut dériver ça. Je garde U général pour l'instant. Donc on l'a fait tout à l'heure ce calcul. Comment ça marche? Dérivé de la composée. Je dérive par rapport à Y, hein. Le Y il est là. Donc en facteur du Y, ça c'est une constante. Ça c'est une constante. Facteur du Y, j'ai une constante. Le 1 moins Q sort quand je dérive. Et là, le moins Q sort quand je dérive. Ok. Donc pi 1 moins Q U', moins Q 1 moins pi U'. Donc ça, pour U quelconque, après je remplace U' par la fonction x donne 1 sur x. Donc je vais avoir du 1 sur ça qui apparaissent ici. Bon, alors comment résoudre ça égale 0, quoi. Donc ça égale 0. On peut mettre au même dénominateur, ou bien ça égale 0 veut dire que ce terme égale ce terme-là. Ça revient au même, hein. Et après, attendez, il y a un truc qui m'échappe. Après, c'est pareil, il faut mettre au même dénominateur, il n'y a pas le choix, hein. Enfin, finalement, il y a ça fois ça égale ça fois ça, dans tous les cas, hein. Pi 1 moins q fois w moins qy égale w moins d plus y à moins q fois q à moins pi. Ok, quand vous mettez au même dénominateur. Ça, ce sera le numérateur. Le dénominateur, de toute façon, il n'intervient pas. Si vous mettez égal 0, vous pouvez l'oublier, hein. Il est en facteur. Donc ça est nul. Alors, comment résoudre ce truc-là? Donc c'est là qu'il y a des difficultés en général, hein. Je parle d'expérience. D'expérience, beaucoup d'étudiants ont du mal à résoudre ce genre d'équation. Se perdent, ils se perdent. Vous vous perdez, parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de termes. Regardez, si je développe bêtement, là j'ai 4 termes.
Là, j'en ai 2 fois 4, c'est ça? 8. Donc j'ai 12 termes, hein, si je développe tout. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on regroupe ça et tout? Bon. Et, est-ce qu'on n'oublie pas des termes en route? Bon, voilà. Donc, une grosse moyen de se planter si on fait pas attention, si on part sans réfléchir un petit peu dans les calculs n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Il faut savoir ce que vous voulez, hein. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Y. C'est ça qu'on cherche? Quelle est la question? Où est-ce que c'est? Question. Calculer le niveau d'assurance optimale. On cherche Y. Bon. Où il est Y? Alors, c'est ça la question qu'il faut vous poser. Où est Y? Y, il est là. Tac. Y, il est là. Alors, je le mets. Oh, enfin, bon, j'arrive pas bien, mais je voulais surligner aussi le 1 moins Q. Je le surligne en même temps parce qu'il est facteur du 1 moins Q, donc je peux pas le décoller en quelque sorte, pas immédiatement. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez développer en faisant apparaître. Il manque, j'aurais dû mettre une étape intermédiaire. C'est pareil, quand je monte les calculs au tableau, là, il y a une ou deux lignes en plus, hein, qu'il faudrait mettre. Mais donc, en fait, vous développez en faisant apparaître les facteurs d'y, et le reste, c'est des constantes. Le reste, vous développez pas, hein, surtout pas. Donc, si je développe, qu'est-ce qui va être en facteur d'y? Il va y avoir pi 1 moins q fois moins q, pi 1 moins q fois moins q. Où est-ce qu'il est pi 1 moins q fois moins q? Aïe, aïe, aïe. Ça, ce sera facteur d'y. Oh là là, oui, non, là, ça a été très vite, là. Ça a été un peu vite. Bon, regardons, essayons de faire ça de tête quand même. Ou si vous avez un. Bah, faut que vous refassiez les calculs par vous-même, hein, sinon, hein. Bon, bon, essayons de faire ça de tête. Donc, pi 1 moins q fois moins q. Ça, c'est un terme en y. L'autre terme, c'est quoi? Q 1 moins q fois moins 1 moins pi. Ah, donc vous voyez qu'en fait, il y a en commun le moins q 1 moins q. Non? C'est vrai ce que je dis là? Le terme en y, c'est moins q fois pi 1 moins q. Oui, c'est ça. Donc il y a moins q fois 1 moins q là, d'accord? En y, fois pi. Et là aussi, moins q, 1 moins q, fois 1 moins pi. Donc en fait, on trouve moins q, 1 moins q, facteur de pi plus 1 moins pi. Pi plus 1 moins q égale 1. Donc en fait, le terme en y, c'est tout simplement moins q, 1 moins q. Moins q, facteur de 1 moins q. C'est pour ça qu'il y a un q, 1 moins q en dessous là. Q, 1 moins q fois y si vous remontez. Donc le terme en y, c'est moins q fois 1 moins q fois y. Et après, il reste que des constantes. Et les constantes, bah, vous les développez pas, surtout pas. Les constantes, c'est pi 1 moins qw, qui est là. Pi 1 moins qw. Et l'autre constante, c'est, euh, avec un moins q1 moins pi w moins d. Que vous développez pas non plus. Vous laissez comme ça. Pourquoi développer? Moins q1 moins pi w moins d. Donc voilà, la formule est correcte, je pense. Donc voilà ce qu'on trouve. Alors, je l'ai appelé y0 plutôt qu'y étoile, hein. Alors là, c'est là que... Bah, il faut essayer, bon, si vous pouvez essayer de distinguer quand même ce qui est la solution du problème y étoile de y0 qui est quelque chose qui annule la dérivée de phi. Parce qu'on n'est pas complètement certain que les deux soient identiques, étant donné qu'on n'est pas dans le... Comment dire c'est pas sûr que l'optimum phi prime soit nul, hein, puisque on est dans le cas d'un problème où il y a... comment dire des contraintes, quoi. Y entre 0 et d, hein. Supérieur égal à 0, inférieur égal à d. Il se peut que la solution optimale soit égale à 0, il se peut que la solution optimale soit égale à d. Et dans les cas de solution en coin comme ça, on n'aura pas phi prime égale 0. Pas forcément. Donc voilà, essayez de distinguer donc y étoile d'y0. Y0, c'est ce qu'on appelle un point candidat, un point qui vérifie une condition du premier ordre, du type phi prime nul, mais encore faut-il qu'il soit dans le domaine. C'est pas gagné ça. Rien ne dit que ce point-là est entre 0 et d. Qu'est-ce qui vous dit que c'est positif déjà? C'est même pas sûr. Qu'est-ce qui dit que c'est plus petit que d? On n'en sait rien. Vous voyez? S'il est entre 0 et d, c'est bon. Y0, c'est y étoile. Mais sinon, on ne sait pas. Ok, j'ai l'impression d'avoir déjà corrigé ce truc-là en plus. J'ai pas corrigé ça au Tolbiac quand même. Vous me dites, hein? Bon, continue.
Nous verrons. Alors, quelle est la question alors? Donc ça, on a répondu aux deux premières questions. Ensuite, montrer que si Q égale pi, le décideur s'assure complètement, ce résultat est-il prévisible? Bon, ce résultat est-il prévisible? Oui, parce qu'on l'a vu en cours. Q égale pi, K de prime actuellement juste, alors l'agent s'assure complètement. Parce qu'il est averse au risque. Ok. Donc on vérifie pour Q égale pi, Y0 égale pi. D, pardon. Si Q égale pi, qu'est-ce qui se passe là dans la formule? Q égale pi, il y a un pi, un moins pi. Là aussi, pi, un moins pi. Alors Q égale pi, ces deux quantités-là sont identiques en fait. Donc ça égale ça, et on obtient W moins W plus D, ça fait plus D. Et le pi à moins pi simplifie en haut en bas, donc ça fait plus D. Bon bref, ça fait bien D. Ensuite, quelle est la question d'après? Montrer qu'Y étoile est décroissant. Alors en fait, bon, Y étoile, on va regarder Y0 déjà. Donc le Y0 qu'on a calculé. Est-ce que ça décroît ce truc-là? Bah, ça a l'air très compliqué là, hein. Calculer dérivée partielle par rapport à Q, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Sous cette forme directement, c'est pas simple, hein. Maintenant, l'astuce, c'est de réduire en éléments simples, en quelque sorte. Parce que vous voyez ça comme étant une fraction rationnelle en Q. Le Q, il est là, 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 là. Et en fait, il y a des simplifications, donc ça se réduit tout de suite. Le 1 moins Q se simplifie par 1 moins Q, ça fait un terme en 1 sur Q. Le Q se simplifie par Q, ça fait un terme en 1 sur 1 moins Q. Donc c'est ça que j'ai fait là. Hop, ici. C'est une autre façon d'écrire. Mince. Bon, bref. Cette ligne-là, ceci, c'est exactement la même chose que ça, hein. Et alors, si vous le mettez comme ça, c'est. Bon, donc ça vous évite de faire des calculs compliqués, quoi. Enfin, si vous commencez à dériver partiellement ce machin, vous allez perdre énormément de temps, et puis vous risquez de vous tromper. Bon, on pourrait le faire aussi, hein, évidemment, sûrement. Là, ça va plus vite, hein, parce que ça, c'est décroissant en Q. 1 sur X. Ça aussi. Moins 1 sur 1 moins X, si vous voulez. Comme fonction de X, décroissante. Donc Y0 strictement décroissante comme somme de deux fonctions décroissantes. Alors la fonction Y étoile, bah, en gros c'est Y0, tant que Y0 est dans le domaine, parce que programme convexe, donc si j'ai une condition du premier ordre vérifiée, par exemple phi prime nul, si vous avez un point qui est tel que phi prime nul, pour un max de phi concave sur un domaine convexe, c'est sûr que ce point est solution, hein. Il n'y a pas de problème. Qu'il soit à l'intérieur ou pas, forcément il sera solution. Parce qu'en fait ça reviendra à maximiser la fonction sans contrainte, si vous voulez. Bon, si phi prime nul, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la question c'est quelle est la différence entre Y0 et Y étoile? On sait que Y0 décroissante, est-ce que Y étoile décroît? Alors donc il y a tout un bon, il y a toute une explication là, mais bon à la limite c'était pas forcément demandé hein, vraiment hein, dans l'énoncé, hein. Parce que tel que l'énoncé est présenté, bon à ce stade on différencie pas vraiment Y0 et Y étoile, hein. Enfin bon essayons de le faire vite fait quand même. Alors je dis tant que Y étoile coïncide avec Y0, Y étoile décroît puisque Y étoile égale Y0 qui décroît. Alors comment ça marche? Pour Q plus petit que pi, alors que lorsque ce qu'on paye en assurance plus petit que la probabilité, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On l'a vu tout à l'heure, hein, Y0 sera plus grand que D, il y aura assurance complète. Enfin, Y étoile sera égal à D en fait, il y aura assurance complète. On l'a vu tout à l'heure dans la preuve de l'histoire de prime actuellement juste implique assurance complète. J'ai mis comme remarque après la preuve que si la prime est encore moins chère, alors là aussi ça assure complètement. Donc vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que le Y0 il va décroître, hein, enfin au début. Le Y0 il va être constant, égal à D. Lorsque la prime, comment dire, le coût de l'assurance est nul, mettons, ou très proche de zéro, alors l'agent s'assure complètement. Il s'assure complètement jusqu'à ce que Q soit égal à pi. Après, Y étoile se met à décroître, il est égal à Y0. Et puis au bout d'un moment, sans doute, Y0 va s'annuler, et à partir de là, Y étoile sera nul. On aura une espèce de fonction comme ça, avec deux plateaux. Un plateau horizontal pour un petit q qui est faible, et un plateau horizontal ensuite pour un petit q élevé.
Et entre les deux, vous avez y0, fonction décroissante. Bon voilà, je passe rapidement. Donc alors, ensuite, on veut calculer grand Q, la valeur de petit q à partir de laquelle l'agent arrête de s'assurer. Quand est-ce que y0 est nul? Donc voilà, on y va. Dernière question. y0 égale 0, bah, faut résoudre y0 égale 0. Alors comment ça marche? Alors sous cette forme, c'est simple. Alors, on peut faire sous l'autre forme aussi, hein, ça revient au même. Voilà, mettons comme ça. Moi, ça revient au même. En fait, c'est peut-être même l'autre forme qui est mieux là. Ça égale 0, on a tout de suite le numérateur nul. Bon, ça revient au même. Ça, c'est le numérateur du truc là-haut. Ça égale 0. Vous voulez résoudre, qu'est-ce que vous cherchez? Donc posez-vous toujours la question au lieu de développer tous les termes là. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche Q. Il est où Q? Là, là. Alors là, il est déjà factorisé en quelque sorte. Vous voyez, en fait, vous avez une équation, vous allez avoir une équation du premier degré là en Q. C'est quand même pas dur. Vous savez résoudre normalement. AX plus B égale 0. Normalement, vous savez faire ça. Trouver la solution en X. Donc, ce que vous cherchez, c'est X ou Q, là, qui est là. Et il est déjà d'un facteur, là. Il est déjà factorisé en quelque sorte. Vous n'allez pas développer ces trucs-là, pourquoi faire? Ok. Et là, le Q, il est facteur de PW, très bien. Et là, j'ai une constante, PW fois 1. Donc, je regroupe les termes en petit q, bah, ou si vous voulez, on a la constante égale q fois quelque chose. Et le quelque chose, c'est quoi? C'est PW plus q1 moins pi... Non, plus 1 moins PW moins d. Donc bref, ça fait ça, hein. Normalement, tout le monde peut trouver ça sans problème. Donc voilà, c'est ça la valeur de l'assurance à partir de laquelle il ne s'assure plus, quoi. Parce que y0 vaut 0 ici. Après, pour petit q plus grand, eh ben, y0 sera carrément négatif. Ouais, négatif. Ouais. Donc y0 négatif, ça va pas, hein. Pour s'assurer, on s'assure pas des quantités négatives. Donc y étoile, lui, sera nul. Bon, on regarde très vite, vraiment extrêmement vite, parce qu'on n'aura pas le temps de faire entièrement, peut-être. On regarde le début de ça, je vous inviterai ensuite à continuer de regarder ça par vous-même, ou de le chercher sans le regarder, même, vous pouvez chercher, faire les calculs, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc là, exercice 3, donc c'est le deuxième modèle, le modèle de choix d'actifs financiers. Alors, oui, obligation de rendement égal à 1. Il y a un actif risqué qui donne deux résultats possibles. Soit vous perdez tout, rendement nul, soit vous multipliez votre gain par 3. Pourquoi 3? Parce que je mets une probabilité égale à 1,5 hein, pour simplifier les calculs, hein, quand même. Et si je mets 2, ça ira pas, parce que si je mets 2, le rendement moyen sera égal à 1, comme le rendement de l'actif sans risque. Donc il me faut un truc plus grand que 2, j'ai pris 3. J'aurais pu prendre 2 plus A, par exemple un petit paramètre A positif strict, par exemple, aussi. Euh, Alors pas petit a, parce que petit a il est là. X puissance à moins sur moi, c'est encore une fonction d'utilité de phénomène Morgenstern particulière. D'accord? Qu'on a vu tout à l'heure. Montrer que l'agent est strictement averse au risque, calculer son indice absolu d'aversion au risque. Bon, ça c'est très simple. Calculer U seconde, c'est négatif strict. Calculer l'indice d'aversion au risque, moins U seconde sur U prime. Paf. On remarque que l'indice est croissant en A. Donc plus petit a est élevé, plus l'agent est averse au risque. D'accord? C'était le résultat de tout à l'heure. IU plus petit qu'IV, alors REU plus petit que REV, etc. Ce qu'on devrait, a priori, on s'attend à ce que lorsque A augmente, l'agent est plus averse au risque, donc il va peut-être investir moins en actifs risqués, hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le cours aussi. On verra. Décrire le problème de décision de l'agent. Donc ça, c'est du cours. Il choisit d'investir θ en actifs risqués, sa richesse en fax période. Alors vous voyez là, vous exprimez explicitement en fonction des paiements, comment dire, des rendements de l'actif risqué. Soit θ est multiplié par 3, θ c'est ce qu'on met en actif risqué. De deux choses l'une, soit le bon cas, l'investissement est multiplié par 3, on obtient 3θ. Et puis ça, c'est ce que vous avez mis en actif non risqué. Soit vous avez tout perdu, mauvais cas, pas de chance. Votre investissement actif risqué vous rapporte rien, vous avez 0. Et ça, c'est que vous avez mis en actif non risqué. Donc on maximise l'utilité, l'espérance de l'utilité, un demi de l'utilité de W plus 2θ, c'est pourquoi plus 2θ, c'est parce que moins θ plus 3θ, ça fait 2θ donc.
Et sinon là, donc ça c'est le bon cas, ça c'est le mauvais cas. Donc voilà, il faut résoudre ce problème. Et des calculs. Ah, c'est pas des calculs si monstrueux que ça quand même. Pour être pire. Comment ça marche alors? Ah, quelle est la question? Pardon. Calculer le portefeuille optimal en fonction des paramètres. Donc on va regarder, on va calculer phi prime, hein, sans forcément affirmer que phi prime est nul à l'optimum, mais ça fait pas de mal de calculer phi prime quand on a une fonction dérivable. Si- Chercher un maximum sur un intervalle, ben oui, si la fonction est dérivable, vous calculez phi prime, pour savoir si elle est croissante, décroissante, vous pouvez faire un tableau de variation tout simplement. Voilà, en plus la fonction va être concave, hein, donc ça va être simple. Bon, on calcule phi prime, on y va. Donc, comment ça marche? Bon, donc on a, comme d'habitude, hein, le terme en θ, là, le 2, là je le sors. Là, le moins 1, je le sors. D'accord? Donc ça me fait, quand je dérive, 1,5 fois 2 fois u', donc u', moins 1,5 de u' de ça. Après, donc vous voyez, j'ai fait le calcul avec UA, sans remplacer UA par la fonction x puissance 1 moins a sur 1 moins a. Toc, c'est là. Ouais, c'est pas la peine, hein, à ce stade. Ça complique les... Bah, c'est plus... Oui, c'est plus simple au niveau des notations de garder UA, non? Bon. Après, une fois qu'on a fait, on arrive à l'expression avec u', ici, bah, au bout d'un moment, il faut remplacer u' son expression. U' a de x, c'est x puissance moins a. Donc voilà, donc j'ai ça puissance moins a, moins 1,5 de ça puissance moins a. Donc ça, c'est phi'. Donc phi' égale 0 équivalent, alors ça égale ça. Alors là, c'est pareil. Comment résoudre ce truc? Ben... Alors en fait, c'est... déjà, il faut avoir l'idée d'écrire sous cette forme. Parce qu'a priori, c'est écrit sous cette forme, sous la forme ça moins ça égale 0. Donc c'est pas linéaire, parce qu'à cause des puissances moins a. Donc comment faire disparaître les puissances moins a? Bah justement, l'idée c'est de faire passer un terme de l'autre côté, donc avoir ça égale ça et puis mettre la puissance moins 1 sur a. Bon, il faut arriver à avoir ce genre d'idée, hein, sinon vous n'en sortez pas, hein. Vous n'arriverez pas à résoudre des équations, hein. Donc ok, on met à la puissance moins 1 sur a, on obtient ça. Et maintenant, alors là c'est complètement équation du premier degré en θ. Ax plus by égale 0. Donc vous identifiez les facteurs de θ, là il y a 2, là il y a moins 2 puissance 1 sur a. Bon, vous pouvez développer là, et vous trouvez cette solution. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a fini quasiment, là, on peut terminer, non? Ouais, peut-être terminer cet exercice quand même, je crois qu'on a quasiment fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est plus petit que W ce truc? 2 puissance 1 sur a. C'est quoi 2 puissance 1 sur a? C'est quelque chose de plus grand que 1 déjà, tant mieux. Ça, c'est positif. Euh, En tout cas, ouais, enfin, ce qui est le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc le tout est plus petit que W. Donc c'est bien entre 0 et W strict d'ailleurs. Donc ce point qui vérifie phi' égale 0 est dans le domaine. Donc c'est la solution optimale, parce que problème convexe. Alors quelle est la question après? Excusez-moi, je remonte. Montrer que θ étoile croissant avec la richesse décroissant avec A. Après, trouver les limites. Alors c'est pas difficile, je crois. En tout cas pour la richesse. La richesse c'est même très simple, hein. Par rapport à W, bah, vous avez ce terme qui est positif, hein, en facteur de W. Donc voilà, la fonction est strictement croissante en W. Linéaire strictement croissante en W. Donc ça, c'est pas difficile. Par rapport à A, donc c'est là qu'il y a une difficulté. Comment savoir si cette fonction θ est croissante? Vous voyez, c'est une fonction qui dépend du paramètre petit a. Est-ce qu'elle est croissante en petit a ou décroissante en petit a? Alors si vous cherchez à dériver directement par rapport à A, ben ouais, mais c'est un peu compliqué un peu. Bon, ce qu'on peut faire, c'est découper un peu, faire un changement de variable. Donc l'idée, c'est de considérer que 2 puissance A sur A, c'est... Enfin, de voir ça comme une composée, quoi. A donne 2 puissance A sur A, puis ensuite,
x donne x moins 1 sur x plus 2. C'est ça qu'on fait. On voit θ étoile comme étant une composée. X, en fait, une espèce de changement de variable, oui. Ouais, si on peut dire, je sais pas si on peut dire vraiment changement de variable ici. Décomposer, disons, la fonction. Oui, bon, on peut parler de changement de variable en quelque sorte. Θ dépend de A, mais en fait dépend même plutôt de 2 puissance 1 sur A. Donc poser x égale 2 puissance 1 sur A. Et vous regardez la fonction x moins 1 sur x plus 2, normal. Et puis la fonction A donne 2 puissance 1 sur A. Et en composant les deux, on trouve θ. Bon, bref, vous regardez les dérivés, ça marche bien, pas de problème. Comment on fait pour dériver ça? Comment vous faites pour dériver cette fonction? Faut mettre sous forme d'exponentielle, hein. C'est le mieux, hein. Mettez sous forme exponentielle 1 sur A log de 2. Après, il faut dériver exponentielle 1 sur A log de 2. Hein. Dérivée d'exponentielle U, U' exponentielle U, bon, etc. Donc dérivée d'exponentielle 1 sur A log de 2, ça va faire moins log de 2 sur A carré, 2 puissance 1 sur A, un truc comme ça. Il n'y a pas un log de 2 qui sort là? Ouais, il manque peut-être un log de 2. Enfin bon, vous regardez. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça ne changera pas le signe. Parce que quand même un peu, oui. On va peut-être mieux le rajouter s'il manque. Bref, vous terminez de regarder ça tranquillement. Ça, bah ça c'est une fonction homographique, elle va être monotone. Hein. Regardez la dérivée, trouvez que c'est positif. Donc la composée des deux va être décroissante. Pas de problème. Après, limite, bah, les limites, c'est facile la limite, non? Quand A tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? 1 sur A tend vers plus infini. Là aussi. Donc là, vous avez les termes, comment dire, dominants, là. Vous pouvez passer en quelque sorte aux équivalents. Ça va tendre vers 1, là, tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit une bêtise? J'ai dit une bêtise, je crois. Je suis où, là? A vers 0. 1 sur A tend vers l'infini. Ah, j'ai du mal à faire les calculs à cette heure-ci. A tend vers 0. Reprenons. 1 sur A tend vers plus infini. Ça, c'est bon, ça. Et θ étoile va tendre vers W. Ça me paraît évident. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous factorisez les termes dominants en quelque sorte. Bon, bref, c'est facile de voir ça. Et là, si A tend vers l'infini, bah, ça se tend vers 1, ça tend vers 1. Donc en dessous, limite non nulle est là où 0. Donc ça fait 0. Donc voilà, ça correspond à l'idée que plus A est grand, plus l'agent est averse au risque. On avait vu, parce que l'indice d'aversion au risque, c'est A sur X. A sur X. Il augmente avec petit a uniformément en X. Donc plus A est grand, plus l'agent est averse au risque. Et effectivement, vous avez son θ étoile qui est décroissant A. Oula. C'est ça, ouais, puisque comme il est plus averse au risque, il a investi moins en actifs risqués. Tout à fait juste. À la limite, il n'investit plus du tout quand A tend vers l'infini. Et puis quand A tend vers 0, ben, il investit tout en actifs risqués. En fait, on pourrait voir que quand A tend vers 0, en quelque sorte, il devient neutre au risque. Il tend vers la neutralité au risque. Parce que sa fonction, elle est où sa fonction objectif? Excusez-moi. Je termine, hein, c'est vraiment la fin. Quand A tend vers 0, bah, qu'est-ce qu'on obtient? X. U de X tend vers X. Donc il tend vers la neutralité au risque en quelque sorte. Ok, on arrête là. Bah, je vous remercie beaucoup. On se verra la semaine prochaine, hein, encore. Et ben travaillez-les par vous-même les exos. Il faut vraiment que vous fassiez cet effort. Comme ça, vous me dites s'il y a des choses difficiles que vous ne comprenez pas. Ok? À bientôt. Merci.